À l'émission d'aujourd'hui, on visite l'épicerie communautaire Le Garde-Manger, lieu de travail de Carole Martel, coordonnateur de l'organisme. Avec transparence et générosité, il te parle de ses différentes expériences et transitions professionnelles avec tous les hauts et les bas que cela comporte. À travers la discussion, tu découvriras aussi les tâches reliées à son poste de coordonnateur. Alors, bonjour, M. Martel, et bienvenue à l'émission. Bonjour. Donc, pouvez-vous commencer en vous présentant puis en faisant un bref résumé de votre parcours jusqu'à maintenant, incluant les formations puis vos expériences de travail? Ben oui, je me présente Carole Martel. Je suis le coordonnateur ici là, du garde-manger. Mon parcours, c'est un parcours qui a été un peu atypique. C'est un parcours qui est pas régulier, en tout cas pour ma part. Que j'avais pensé peut-être au départ qu'il serait régulier. On se fait toujours une tête. Quand on est plus jeune, on pense qu'on va s'engager dans une voie qui va être la même là, tout au long de notre vie ou presque. Mais finalement, j'ai vite constaté que c'était pas le cas. Donc, pour moi, l'école, au départ, c'était des questionnements beaucoup. J'aimais beaucoup faire du sport aussi à l'école. C'était surtout pour moi, là, ma voie, là, je peux dire ma voie de sortie, parce que j'étais quelqu'un qui était très agité, j'étais quelqu'un qui avait besoin de bouger, qui avait énormément d'énergie. Ça faisait en sorte que pour moi, là, rester assis sur les bancs d'école, c'était vraiment pas évident. Je pense qu'à l'époque, on aurait pu facilement, là, j'aurais eu un super diagnostic TDAH. Aujourd'hui, je le sais, mais j'ai appris, c'est avec le sport beaucoup là, que j'ai réussi, je pense, à brûler de l'énergie, à me réaliser aussi énormément. Canaliser un peu aussi, des fois. Là, vraiment, ah oui, canaliser. Ça a passé beaucoup par la natation, par le football aussi. Fait que c'était le sport en grande partie. Puis, après le secondaire, ben là, il y avait des questionnements aussi à savoir, bon, vers quoi me diriger. Puis, j'ai continué au cégep en sciences humaines. Et encore là, c'était pas clair dans ma tête qu'est-ce que j'allais choisir comme métier. Puis comme j'aimais le sport, ben, je me suis dirigé vers l'éducation physique pour devenir enseignant en activité physique. J'ai énormément aimé mon parcours, j'ai énormément aimé ma formation. La formation, à ce moment-là, c'était à Chicoutimi. Encore là, ben, ça me donnait la possibilité de faire du sport, d'être avec des gens aussi que je connaissais, qui étaient de mon milieu. Sauf que lorsque j'ai terminé mes études, au début des années 90, le marché de l'emploi était encore très fermé. Okay. Donc, c'était difficile de se placer dans le milieu de l'éducation, puis particulièrement aussi au niveau de l'éducation physique. Alors, ce que j'ai fait, je suis retourné aux études à l'âge de 26 ans. J'avais un enfant à ce moment-là qui avait un an, là, donc un jeune bébé encore. Plusieurs défis en même temps. Mais oui, plusieurs défis. Puis je voyais là, que c'était trop fermé dans le domaine où j'avais étudié. Puis honnêtement, même si j'avais aimé la formation en activité physique, on dirait que le métier, une fois rendu, parce que j'ai quand même eu l'occasion de le pratiquer un peu, ça me passionnait moins. Puis alors qu'à ce moment-là, j'ai retourné aux études en foresterie en formation professionnelle et j'ai adoré. J'ai adoré. Je me sentais vraiment à ma place. Même si c'était pas facile, même si c'était des années difficiles, parce que financièrement, quand tu retournes aux études avec un jeune enfant, ça apportait quand même des défis. Quand on parle de compétences dans la vie, c'est ce qu'on est capable de faire. C'est le savoir-faire. Puis ce savoir-faire-là, il commence à se développer en très bas âge. Ça peut être de construire des cabanes en bois avec ton père à 10 ans. Ça peut commencer là. Puis au fil du temps, bien, on va travailler dans un restaurant, tu peux aller travailler d'une pharmacie. C'est toutes des choses, des tâches que tu as appris à faire, que tu vas pouvoir transposer dans ton métier plus tard. Mais la passion était là.
Puis moi, je me suis toujours laissé guider par mes passions. Toujours. C'est ce qui a défini pratiquement ma vie jusqu'à ce moment. Puis j'ai adoré la foresterie. Puis ça m'a permis non seulement de travailler dans le domaine, mais aussi de devenir enseignant en foresterie. Fait que, on en parlait un peu tout à l'heure, mais à ce moment-là, j'ai fait un bac en enseignement pour enseigner en activité physique, mais mon bac me servit à enseigner en foresterie dans une passion. Et quand on dit qu'il n'y a rien de perdu dans la vie, je ne savais pas à ce moment-là, mais tout s'est mis en place. J'ai commencé à enseigner en foresterie, puis là, au début, c'était peut-être plus à temps partiel parce que je travaillais aussi en forêt en même temps, comme contremaître sur les travaux d'aménagement forestier. Puis, à un moment donné, de fil en aiguille, j'ai eu la possibilité d'appliquer sur des postes de direction. Ça ne m'était pas passé à l'idée, puis j'ai jamais fait mon bac non plus pour devenir directeur un jour. Mais encore là, les qualifications, l'expérience, de se retrouver à la bonne place au bon moment, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est là que je suis devenu directeur adjoint à ce moment-là du centre de formation professionnelle à Dolbeau, en foresterie. Après ça, j'ai eu l'occasion aussi, à peu près dans les mêmes temps, une première expérience en entrepreneuriat. J'ai fondé avec ma conjointe de l'époque une entreprise en aménagement de la forêt. Donc, on faisait des travaux sylvicoles ici au niveau des lots intramunicipaux. Et là, ça a été... là, j'ai mis le pied dans l'entrepreneuriat, puis ça a été wow! Là. La possibilité de se réaliser, les défis. Encore là, jamais que je l'aurais pensé auparavant. Mais on dirait que l'occasion s'est présentée. Puis juste d'avoir mis tout ça en place, de l'avoir créé, ça a été merveilleux, même si ça a été quand même très exigeant. Là. On parle de transition professionnelle quand quelqu'un vit un changement dans sa situation actuelle au travail. Donc, il y a des facteurs internes qui peuvent influencer ces moments de transition-là. Ça peut être un changement dans l'état de santé, une maladie, une dépression. On parle de facteurs internes aussi quand la personne peut ressentir un besoin d'accomplir des nouveaux défis, d'essayer de nouvelles choses, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'il veut vraiment. On parle surtout des facteurs externes. C'est ça qui va influencer peut-être une transition professionnelle. Donc, un déménagement, une rupture. Des fois, c'est la conjointe, le chum, la blonde qui change d'emploi, donc qui amène un déménagement et un changement d'emploi pour soi aussi. Là, je parle à ce moment-là du début de la trentaine, environ au début des années 2000. Sauf qu'à un moment donné, le travail de directeur plus le travail, tout le volet entrepreneurial, c'était beaucoup trop. Puis j'ai pris la décision là, de mettre le volet entrepreneuriat de côté. En me disant que, un jour, j'y retournerai. Mais dans quoi, je ne pouvais pas le définir à ce moment-là. Mais je venais de vivre une belle expérience qui a dû durer 3-4 ans environ. Puis encore là, ça a été des expériences formidables. Ce que j'en ai retiré surtout, ça a été la connaissance de soi. Puis dans tout ce que j'ai fait, autant au niveau du sport qu'au niveau de l'emploi, c'était jamais pour être meilleur qu'un autre, c'était toujours face à moi-même. C'était toujours pour moi de me réaliser, d'apprendre à me connaître. Puis le désir de se réaliser, de vivre les passions a toujours été là. C'est à ça, moi, que je carburais beaucoup. Carole, ces transitions, c'est toujours teinté d'un nouveau défi. Lui, là, c'est ça qui l'allume. C'est quelqu'un là, qui est resté en place. Il a le sentiment d'avoir fait le tour, donc il va aller essayer des choses. Bien, c'est correct. Même si on vit plusieurs transitions puis qu'on essaye plusieurs choses différentes, il n'y a rien qui est à négliger là-dedans. On développe toujours des compétences, on développe toujours des contacts, puis c'est ce qui fait le cumul de toute notre expérience, finalement. Puis ça nous crée aussi des opportunités. Mais souvent, c'est ce qui arrive, quelqu'un va avoir un emploi qui va peut-être en emmener à un autre. Hop! Carole, il est enseignant. Le milieu forestier l'intéressait. Il est allé là, il est devenu enseignant dans le milieu forestier. Donc, vous voyez, le chemin, il n'est pas droit. Il est un peu comme ça par rapport à ses intérêts sur le moment. Puis avec tout le cumul de l'expérience qu'il a,
Mais il est capable, après, aujourd'hui, de se dire que tout ce parcours-là, c'était beau, tu sais, puis que finalement, il a réussi à faire ce qu'il voulait dans la vie. Donc là, après ça, là, ça a été vraiment la période là, reliée plus au domaine de l'éducation. Donc, à la direction du Centre de formation professionnelle à Roberval pendant une dizaine d'années, l'éducation des adultes, le service aux entreprises. Et à la fin de ma carrière, là, aller jusqu'à il y a quelques années, j'ai terminé ma carrière au niveau de l'éducation, plus dans le secteur jeune et formation professionnelle aussi. Là, aujourd'hui, vous êtes coordonnateur de l'organisme Garde-Manger. Qu'est-ce que ça fait un coordonnateur? Un coordonnateur, bien, ce que ça fait, c'est que ça s'assure du bon fonctionnement, en fait, de tout ce qui peut toucher que ce soit autant l'approvisionnement, c'est de s'assurer, en fait, que autant ici pour le garde-manger que pour le comptoir alimentaire à Dolbeau, qu'on soit capable de bien répondre aux besoins des gens qui sont dans le besoin. La proportion terrain versus plancher pour un coordonnateur, ça ressemble à quoi? 50-50? Non? Oui, c'est pas loin de 50-50 ou... Ça dépend des semaines, peut-être? Oui, c'est environ ça, 50-50. Moi, quand j'arrive le matin, vu que nous, on est ouvert uniquement l'après-midi, le matin, c'est beaucoup l'administratif. Donc, j'arrive au bureau, prendre les courriels, répondre aux courriels, les redditions de comptes, la comptabilité aussi. Il y a beaucoup de données à entrer. Vu qu'on est beaucoup à la subvention, il y a des redditions de comptes. Pour faire les redditions de comptes, il faut entrer des données. Ça prend des chiffres. Ça prend des chiffres, exactement. Donc, autant la nourriture qu'on envoie à Dolbeau, les mets qu'on prépare, la nourriture qu'on reçoit de Moisson Saguenay. Fait qu'il y a des fichiers, puis il faut les compléter justement pour s'assurer de faire une reddition de compte. Fait que oui, ça représente environ 50 %. Fait que moi, j'arrive le matin, je planifie la journée. Puis après ça, bien, ça commence à bouger, là, on peut dire vers 9 heures environ. À chaque jour, sa particularité. Les journées qu'on fait de la cuisine ou encore les journées qu'on reçoit des commandes. Fait que là, moi, je m'assure à ce moment-là d'aller donner un coup de main, puis je reviens aussi faire de la comptabilité ici et là, tout dépendamment. C'est de préparer aussi avec l'équipe en place. On a deux cuisiniers qui sont merveilleux, qui nous préparent à chaque semaine une centaine de plats, du prêt à manger. Donc, c'est pas rien, là. Non, c'est pas rien. Puis ces gens-là, à toutes les semaines, ils attendent les plats, que ça sorte. Donc, ils se présentent ici, ils viennent chercher des menus qui sont prêts à être consommés. Puis c'est des beaux menus, c'est des menus qui sont sains, qui sont équilibrés aussi. On fait attention à tous ces aspects-là. Puis c'est de la bonne nourriture. Donc, c'est de voir au bon fonctionnement. Gestion financière aussi. J'imagine que vous devez toucher un peu à tout ce qui est le budget, puis c'est tout le volet financier aussi, la comptabilité, prévoir les budgets, aller chercher aussi, parce qu'une organisation comme ici, ça fonctionne beaucoup avec les subventions, il ne faut pas se le cacher. Hein. Mm-hmm. Nous, ici, on achète des aliments qu'on revend pratiquement au même prix. Donc, on ne réalise aucun profit. C'est ce qui nous permet d'offrir une nourriture à bas prix aux gens dans le besoin. Donc, il faut avoir des subventions. Donc, pour ça, bien, il y a des redditions de comptes à faire. Il faut s'assurer aussi d'aller chercher à chaque année les subventions qu'on peut aller chercher là, pour justement venir soutenir l'organisation, les salaires, les frais fixes et autres. Donc, dans une petite organisation comme ça, moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir toucher à tout. Là, dans la même semaine, je vais faire de la comptabilité, je vais faire de la gestion de personnel, je vais passer les commandes. Puis en même temps, bien, je vais aller aider à la vaisselle aussi, parce que c'est quand même une réalité. Ouais. Puis moi, ça ne me dérange pas, parce que ça devient en même temps un peu, ayant touché beaucoup à l'entrepreneuriat, bien, c'est comme une petite entreprise, ni plus ni moins. Mais avec un volet communautaire et un volet là, qui vient qui me tient à cœur beaucoup, parce que c'est d'aider les gens là, qui en ont besoin. Puis, voyez-vous une différence entre justement le domaine plus communautaire puis des services publics, par exemple, où vous avez travaillé? C'est quoi les différences et peut-être les ressemblances aussi? Parce que on peut avoir le même poste, mais travailler dans deux types de secteurs puis pas toujours faire les mêmes tâches non plus. Ça m'a servi énormément. Mm-hmm. Mon expérience de travail dans le milieu public, au niveau de l'éducation, me sert aujourd'hui. Parce que, bon, c'est de travailler avec les gens, travailler avec la clientèle dans le besoin aussi.
il y a un parallèle là, à tracer. Ce bagage-là, il sert aussi. Mais, sauf qu'en arrivant ici, c'est quand même une réalité qui est différente, c'est de travailler avec des bénévoles. On est très près de l'action. Quand on travaille dans le milieu de l'éducation, on est près de l'action aussi, mais ça demeure quand même des grosses organisations. Donc, la dynamique est un peu différente. Hein? Donc, en arrivant ici, c'est un travail beaucoup qui se fait avec les bénévoles. Donc, l'aspect humain, moi, j'adore l'aspect humain. Puis l'aspect humain, on la retrouve ici. Il y a énormément d'authenticité. Les bénévoles, quand ils arrivent ici, ils arrivent avec le sourire, ils viennent aider, c'est agréable. J'aime aussi, avec la clientèle, pour eux, c'est de voir dans leurs yeux les repas qu'on fait ou d'avoir l'accès à de la nourriture à bas prix. On sent, et ça, on sent très bien qu'on fait une différence dans leur vie. Et ça n'a pas de prix, c'est toute une richesse. Puis quand je suis arrivé ici, après l'expérience du monde de l'éducation, après l'expérience aussi récente de l'entrepreneuriat, je m'étais dit que je voulais aller dans un milieu communautaire. Quand on vit des transitions professionnelles, parfois c'est jumelé à une transition au niveau de l'âge. La vingtaine, la trentaine, la quarantaine. Des fois, ça amène des questionnements chez les gens. Surtout au niveau de la quarantaine, cinquantaine, des fois, les gens peuvent se dire dans mon travail, j'ai accompli beaucoup de choses, mais on dirait que je serais prêt à faire quelque chose de nouveau. On voit ça souvent, nous autres, dans nos bureaux, puis on accompagne les gens dans cette réflexion-là. En plus, quand ça fait longtemps qu'on est dans un milieu de travail, ça se peut qu'on soit confronté à des nouvelles technologies, des nouvelles pratiques. Ça, c'est toutes des choses qui peuvent aussi entraîner le fait de se questionner. Ça se peut aussi qu'on soit en période de transition, qu'on se questionne, mais qu'on ne change pas finalement. Fait que c'est normal aussi, c'est des choses qui arrivent. Juste le fait de faire un bon bilan, puis de voir qu'est-ce qui se passe, ça peut nous aider à faire un choix éclairé, soit de rester où ce qu'on est ou de changer de place, simplement. Donc, parce qu'il y a quand même beaucoup d'emplois, il ne faut pas se cacher. Oui, tout à fait. Il y avait des possibilités. J'ai été même agréablement surpris de voir comment... Je savais qu'il y avait de l'emploi, mais bon, c'était quand même avec un bon bagage. Là. Il y avait des possibilités qui étaient là, plusieurs possibilités. Mais pour moi, ce volet-là était très important, le volet communautaire. Puis d'aller vers une organisation qui faisait sens là, pour moi, là, qui allait me faire vibrer. Oui, c'est important, ça, d'aller chercher un élément qui colle à nos valeurs. Tu sais, une entreprise, un organisme qui colle à nos valeurs. Parce que totalement. On travaille plusieurs heures semaine, fait qu'on veut que ça... Il faut s'y plaire, hein? C'est ça, on veut que ça nous ressemble aussi, tu sais. Oui. Puis, dans le fond, pour être un coordonnateur, peu importe de n'importe quelle entreprise ou organisme, mais quelles qualités et compétences que ça prend pour faire ça, ce travail-là? Ça prend de l'ouverture, ça prend des qualités aussi où on est capable de composer, on va dire, de se revirer de bord rapidement, parce que c'est pas des méga organisations. Hein. Capable de s'adapter. Ben oui, une capacité de s'adapter, une capacité d'avoir de l'ouverture aussi à pouvoir toucher à tout. Oui, j'ai travaillé un peu au niveau des budgets, mais ici, je touche à tout. C'est la conciliation bancaire, c'est les dépôts, faire la paye des employés. Donc, c'est tout nouveau. Puis pour moi, apprendre de toute façon, puis arriver avec développer des nouvelles connaissances, ça a toujours fait partie de ma vie. Ça prend de l'ouverture. Je pense que ça prend un côté humain aussi, une capacité à gérer aussi, à prévoir, parce que, il ne faut pas manquer de nourriture, à prévoir aussi au niveau des budgets, les subventions. Et aussi, un aspect important, c'est aimer travailler en partenariat. Aimer travailler avec les organismes du milieu. Puis, en fond, on a parlé un petit peu, vous avez été directeur d'école, vous avez travaillé en foresterie, tout ça, mais vous avez été entrepreneur aussi après, avec une entreprise que ça fait quand même peu de temps que vous êtes plus propriétaire. Est-ce que, fait que là, le lien, à chaque fois que vous avez fait vos transitions, c'était quoi? Qu'est-ce qui vous a motivé à chaque fois à changer? C'est beaucoup la passion. Ça ne se définit pas d'avance.
On dirait qu'à un moment donné, c'est une occasion qui se présente. Puis à ce moment-là, ben je vais... Il y a de la réflexion aussi, là. Je vais analyser, mais si ça me fait vibrer, puis je sens que j'ai de l'intérêt, je vais y aller. J'ai toujours été comme ça, je vais foncer. Puis au niveau de l'entrepreneuriat, ben c'est ça qui s'est passé à un moment donné. Ça a parti avec... on a ouvert une bouteille tout simplement de sirop de bouleau là, que ma conjointe avait reçu en cadeau. Puis pour moi, là, c'est revenu chercher ma passion là, de la sériculture, qui datait depuis mon jeune âge. Puis je me suis dit, pourquoi pas là? Donc, pouvoir se réaliser, le voir comme un défi, c'est vraiment à ça, moi, que je carbure. J'embarque à fond. Quand quelque chose me fait vibrer, j'embarque à fond, j'y vais avec mes passions. Puis où ça va nous mener, bien, je n'essaie pas de voir trop loin non plus. Mais assez rapidement, je vais me mettre au défi pour profiter pleinement de l'expérience. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé avec Exemple Parallèle 49. Oui, c'est ça. J'aimerais ça qu'on en parle justement un peu plus. C'était quoi? Comment ça a été cette expérience-là? Parce que c'est tout frais quand même, là. Oui, bien, on vient de cesser nos activités parce que, bon, à un moment donné, on a dû prendre des décisions qui ont fait en sorte qu'on a dû cesser l'entreprise parce que, bon, on a eu un contexte économique qui est un peu plus difficile. L'après-pandémie a été plus difficile pour nous. Mais malgré tout ça, l'expérience a été a été enrichissante. Puis d'un point de vue humain, de se réaliser. Puis c'était pas tant le niveau financier, parce que les gens, des fois, de l'extérieur, vont penser que... Puis là, on a compris que les petits producteurs, là, ils travaillent fort, puis c'est des passionnés. Ils font pas... Oui, ils veulent en vivre, c'est normal, mais on ne s'arrête pas à l'argent uniquement, parce que sinon, honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on le ferait. Personne ne le ferait, oui. Ça prend un peu de folie, ça prend beaucoup de folie. Mais c'est tellement enrichissant pour la connaissance de soi, pour repousser ses limites, pour apprendre à se connaître, installer des systèmes. Moi, j'ai eu à installer des systèmes au complet là, de tuyauterie, puis tout à agencer au complet, les équipements. Enfin, là, tu te dis, Caroline, je suis capable de faire ça, puis des choses que jamais j'aurais pensé. Là, à 15 ans ou à 20 ans, là, non. Puis là, tu te rends compte, à un moment donné, bon, tu es plus en plomberie, puis dans des systèmes. Puis c'est surtout aussi de pouvoir arriver avec un produit que tu réalises. Donc, ben oui, c'est valorisant, c'est plaisant. C'est une belle façon là, d'apprendre à se connaître. Puis cette expérience-là, une fois qu'elle est vécue. Là, présentement, ben, on n'est plus en opération. Est-ce j'ai de l'amertume? Non, vraiment pas. Ça n'a pas duré longtemps parce que je sais qu'éventuellement, il peut y avoir d'autres choses où on l'a bien vécu. Puis quand on vit les choses à fond, puis qu'on les vit avec passion, bien, je pense qu'on n'a pas de regrets. Puis même si on n'est plus en opération, nous, on l'a quand même considéré comme un échec. Moi, je considère ce sont des expériences. Échec, réussite, pour moi, dans la vie, c'est des notions qui existent à peu près pas. Parce qu'ils sont tellement définis à partir de ce que d'autres vont... C'est personnel, c'est vraiment personnel à chacun ben aussi. Oui, effectivement. Une personne peut dire qu'elle a réussi, l'autre peut dire qu'elle a échoué, puis finalement, ils ont des parcours qui sont similaires, ils vont avoir fait sensiblement la même chose, mais c'est une question de point de vue. Certaines personnes vont vivre des transitions professionnelles, puis ça se peut que ça soit plus difficile, puis c'est normal parce que la peur du changement va rentrer en ligne de compte, de sortir de sa zone de confort, fait que ça peut être difficile. Mais souvent, les gens, quand ils ont traversé cette période-là, bien, ils sont fiers, puis ils réalisent des choses. Puis encore là, c'est juste des belles opportunités d'en apprendre plus sur soi pour améliorer sa qualité de vie après. Si on prend l'exemple de Carole, il en a vécu beaucoup des transitions, mais lui, avec sa personnalité, l'a vu toujours de façon très constructive, puis il est très, très résilient. Mais il n'y a pas tout le monde qui a cette capacité-là à voir ces choses-là, où les moments de transition sont plus difficiles. Fait que c'est sûr, il faut aller chercher de l'aide pour traverser ça. Tout à fait. Puis il faut aussi s'écouter, tu sais, je pense. Il faut s'écouter énormément. Et, moi, je pense que ça a été un des défis dans ma vie. Au début, là, plus jeune, justement, le regard des autres était extrêmement important. Puis là, besoin de reconnaissance aussi. Je pense que ça touche beaucoup de monde, ça. Puis au fil du temps, aujourd'hui,
beaucoup moins, ou pas. Fait que, prendre la décision autant de se lancer en affaires qu'à un moment donné d'arrêter de mettre fin à l'entreprise, on n'a pas pris, non, le regard des autres, l'opinion des autres, les gens. Pour nous, on s'est dit, ça nous regarde de nous. Puis on ne l'a pas fait pour ça non plus. On ne l'a pas fait pour aller chercher de la reconnaissance. On l'a fait pour se réaliser. Fait qu'on, c'est un aspect aujourd'hui auquel on donne beaucoup moins d'importance. Puis je sais un conseil à donner justement à des jeunes aussi, là, c'est d'essayer d'en faire fi parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va dire « Ah, ben tu devrais pas, ah, ben faut pas » ou encore, tu sais. Mais c'est son point de vue. Souvent, c'est ce que la personne elle-même vit ou ça vient de elle. Mais c'est pas ce que toi, tu veux nécessairement. C'est pas ta réalité, ben non, quand... Tu sais, je dis, foncez, là, puis allez de l'avant, puis réalisez-vous, puis écoutez-vous dans vos passions, surtout. Parce que moi, je me suis écouté, puis si j'avais écouté les autres, ben, je suis pas sûr que j'aurais fait autant de choses dans ma vie. Honnêtement, là, je suis pas certain. Au jeune Carole, là, quand il avait 20 ans, là, vous diriez la même chose. Ah oui, absolument. Là. Oui. Ouais. Même si à 20 ans, il ne savait pas, là. Oui, c'est ça. Si j'avais à lui dire aujourd'hui, là, oui, c'est sûr. Fonce, puis vas-y. Oui, puis, tu sais, aujourd'hui, si j'ai le goût de dire à des jeunes, justement, c'est persévérer. Quand vous avez des rêves, vous avez des projets, ben, allez-y avec votre persévérance, puis c'est elle qui va faire en sorte que vous allez vivre vos expériences et apprendre à vous connaître. Puis oui, si c'est pour vous, c'est catégorisé par... ça apporte de la réussite, bien, tant mieux. Ben, en tout cas, pour moi, ça a passé énormément par la passion et la persévérance. Bien, merci beaucoup, M. Martel, pour votre partage, votre résilience, puis votre passion. C'est vraiment inspirant. Bien, ça m'a fait plaisir, puis je vous remercie aussi.